Alors, bonjour à tous. Peut-être encore quelques personnes qui arrivent. Tu m'as dit Florence, c'est ça? Donc on va commencer. On est enregistré, je précise, je le dis. Alors on ne voit que les intervenants, pas le public, mais on est aussi en direct. Je vous mets un peu la pression, comme ça vous pouvez... Voilà quoi. Donc je suis Christine Noir-Bova, je suis historienne de la ville contemporaine, je suis directrice de la communication du groupe AIA et également directrice de la recherche, donc à mon titre d'historienne. Et aujourd'hui, ce qu'on a... Alors juste pour les modalités, déjà on va être pratique. Donc on est ensemble dans cet amphithéâtre jusqu'à 10h30 et ensuite on fera une visite en deux groupes qui ont dû vous être attribués déjà, qui vous permettront de découvrir sur l'itinéraire un peu la collaboration qui a eu lieu entre donc l'université et AIA sur la rénovation de l'université. Ça, c'était pour les modalités pratiques. Les remerciements, donc je tiens évidemment tout particulièrement à remercier Marie-Guillaume et François Lemoine, que je vois qui est là-bas, qui donc nous ont évidemment ouvert leurs portes, nous ont accompagnés dans l'organisation de cet événement, et je les en remercie. Et je remercie aussi évidemment les experts de chez AIA qui sont présents aujourd'hui et qui nous feront l'exercice du retour d'expérience. Donc ça, c'est un peu pour le panorama général. Après, en préparant cette conférence, l'idée, c'était un peu de se poser la question de comment on l'intitulait. On voulait parler de la réhabilitation, mais finalement, c'était quoi parler de la réhabilitation? Et puis progressivement, on a évolué dans notre réflexion aussi à partir des différents retours d'expérience de chacun. Et on s'est surtout, dans ce pourquoi, posé la question de se dire, en termes d'état des lieux, ça faisait écho aux journées du patrimoine, aux journées nationales de l'architecture, dans quoi est-ce qu'on les met, journées du patrimoine, voilà. Bon, bref, finalement, on n'est ni dans les journées du patrimoine, ni dans les journées nationales de l'architecture, mais en tout cas, on est face à un contexte dans lequel on a pas mal d'obligations réglementaires de tout ordre, environnementales, thermiques, etc. Et on a quand même aussi une autre réalité, c'est un patrimoine qui est quand même vieillissant, avec de plus en plus de contraintes. Des coûts qui sont grandissants et surtout dans les villes denses, on nous demande de faire des programmes dans lesquels il faut à peu près tout mettre. Et ça, on verra que ça se nuance quand même très très fortement, notamment avec l'intervention d'Alain. Donc finalement, moi je me suis dit que c'était pas notre sujet du jour, que notre sujet du jour, c'était de parler de réhabilitation, parce que c'est une chose, mais c'est surtout de comment est-ce qu'on fait de la réhabilitation. Et ça, c'est autre chose, et c'est surtout, on en fait depuis longtemps, avec plus ou moins de succès, sur plus ou moins différents patrimoines. Et l'idée, c'était de partager avec vous ces succès et ces échecs pour qu'on puisse ensemble se dire finalement comment on fait, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait pas bien, et comment est-ce qu'on peut être ensemble meilleur. Donc je passe la parole sans plus attendre donc à Alain Popinet, donc, qui est directeur de l'ingénierie chez AIA et qui est également auteur d'un livre au moniteur sur la réhabilitation des structures des différents patrimoines et qui nous fera donc la première partie de cette intervention en introduction sur comment faire de la réhabilitation. Alain, c'est à toi. Merci Christine de me laisser la parole. Le thème, comme on vient de l'évoquer, c'est comment aborder une réhabilitation, avec un premier exemple que vous connaissez tous, la réhabilitation du Grand Hôtel Dieu à Lyon, voilà, qui est illustré sur ces images. Alors, en tant que maître d'ouvrage, promoteur, architecte, lorsqu'on aborde une réhabilitation, dans un premier temps, il est important de cerner les ambitions que l'on donne à son projet, c'est-à-dire quelle durabilité je souhaite sur les travaux que je vais faire, quel est mon budget, quelle est la valeur historique et patrimoniale du bâtiment, quel est mon calendrier, quel est le calendrier tenable du bâtiment, sachant qu'en réhabilitation, malheureusement, et j'y reviendrai, compte tenu de certaines découvertes en chantier, il est parfois compliqué de tenir précisément un planning. Quelles sont mes ambitions environnementales et thermiques, et quelles sont les préventions sismiques que je souhaite mettre au point. Les deux derniers points sont, on veut le dire par exemple, est-ce que je me contente de respecter stricto sensu la réglementation, ou est-ce que je profite de mes travaux pour aller au-delà de la stricte réglementation. Exemple d'un bâtiment que je réhabilite en zone sismique. Si le règlement me dit de ne simplement pas aggraver la vulnérabilité du bâtiment, mais que je suis sur un bâtiment qui foncièrement présente un degré de vulnérabilité fort, il est intéressant en amont du projet d'avoir un échange avec l'investisseur, le promoteur, bureau d'études, bureau de contrôle, pour savoir si je profite oui ou non des travaux,
pour améliorer la stabilité du bâtiment. Donc l'exemple d'un projet que nous avons mené il y a quelques années, c'était sur la réhabilitation d'un immeuble en béton des années 60, image de droite, l'image de gauche, un contre-exemple d'un bâtiment qui n'a sans doute pas bien été réhabilité, c'est l'image de droite où nous avons remodélisé un bâtiment de façon à rassurer aussi les utilisateurs en disant que le bâtiment, après travaux, serait assez proche finalement des normes actuelles de prévention au séisme, c'est-à-dire qu'on allait au-delà de la simple non-aggravation de la vulnérabilité. Ce sont des questions lourdes en termes de délai, en termes d'investissement, et qu'il faut vraiment se poser en amont, pratiquement dès la phase esquisse où le projet est en train de se budgéter, parce que ce sont des coûts assez importants, mais qui, sur le plan social, ont également largement contribué aussi à rassurer et à mieux expliquer pourquoi est-ce qu'on évacuait les gens du bâtiment pendant un certain temps avant de lancer les travaux. Alors ensuite, quelles sont les ambitions du projet, et notamment en termes de durabilité? Lorsqu'on réhabilite, il y a une certaine dualité entre un faible coût pendant travaux, mais qui peut ensuite générer un coût de maintenance plus important. Je donne cet exemple de restauration des bétons. Les patrimoines des années 60-70 aujourd'hui font l'objet, pour certains, de projets de réhabilitation, et avec des problématiques de vieillissement des bétons. Ça, c'est inhérent aux matériaux. Il existe des systèmes relativement simples de grattage, passivation, enduit, qui permettent de restaurer une façade à coût relativement modéré. La durée est de 10-15 ans, ce qui veut dire que si l'investissement est relativement modeste, on sait qu'au bout de 10-15 ans, il faudra peut-être réchafauder le bâtiment pour retraiter d'autres points. Il existe également des traitements de fond, des systèmes électrochimiques, avec insertion d'une pile à plusieurs endroits du bâtiment, qui provoque un courant électrique inversé, qui permet d'inverser finalement la corrosion des aciers, qui est beaucoup plus durable, mais qui coûte aussi beaucoup plus cher. Donc, quid d'une réparation à 200 € du mètre carré versus 1000 € du mètre carré, mais celle de 1000 € du mètre carré, potentiellement, me donne une durabilité beaucoup plus longue. Donc là encore, ce sont des questions à se poser très très en amont, et avec une certaine franchise aussi vis-à-vis de la durabilité du système. Ensuite, quand on aborde une réhabilitation, il faut aussi très rapidement cerner les risques du projet. Parce qu'autant monter un bâtiment neuf, bon, il peut y avoir des points un petit peu délicats, mais quand on réhabilite, image d'un bâtiment réhabilité, Banque de France, suivi par notre équipe management de projet Paris, une des phases du projet consistait à enlever tous les planchers, et à un moment, comment faire tenir toutes ces façades sans plancher, avec les problématiques de contreventement. Là encore, il faut que ces phases soient clairement identifiées dès le départ, et clairement vu, fasse l'objet d'un carnet de phasage en amont, de façon à ce que l'entreprise ne présente pas comme une découverte, de découvrir le phasage alors qu'elle a remis son offre. Donc ça aussi doit être plutôt bien cerné. Et également, quel risque est-on capable d'assumer sur un bâtiment? Je donne un exemple. Quand on réhabilite un bâtiment ancien, on recharge un petit peu les planchers, a priori, niveau sol, ça doit passer. Néanmoins, quand on bouleverse l'équilibre d'un bâtiment, il faut s'attendre potentiellement à ce qu'il ait quelques mouvements, qui se traduisent par quelques fissures. Si on veut absolument empêcher tout mouvement, on peut aller sur des systèmes de renforcement complexes et onéreux, qui peuvent consister à mettre toute ou partie du bâtiment sur micro-pieux si on veut absolument éviter le tassement. Mais là encore, avec un coût et un délai relativement forts. Donc la question, est-ce qu'on est capable d'assumer quelques micro-fissures ou fissures, entre guillemets, non structurelles, mais qui sont assez normales dans la vie d'un bâtiment ancien qu'on a bougé, ou est-ce qu'on souhaite absolument les éviter, auquel cas d'assumer des reprises en sous-œuvre, parfois lourdes de conséquences, notamment si on ne peut pas accéder aux deux côtés du bâtiment. Alors quand on aborde une réhabilitation, il y a un sujet qui malheureusement, on le détecte parfois un petit peu en cours de chantier lors d'échanges avec le bureau de contrôle, alors qu'il faudrait absolument le détecter très très en amont, c'est quel référentiel utilise-t-on et quel contexte réglementaire. Ce qu'on cite souvent, c'est que si aujourd'hui on devait justifier, pour ne parler que de ces deux bâtiments, la Tour Eiffel, le Grand Palais aux Eurocodes, je crois qu'on aurait beaucoup de mal. Néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'ils ne tiennent pas. Donc, dès la phase étude, souvent dès l'esquisse ou l'avant-projet sommaire, c'est de se mettre clairement d'accord sur le référentiel que l'on va employer. Référentiel sismique, mais aussi en termes de référentiel de stabilité au feu. Accepte-t-on de justifier la stabilité au feu des planchers en s'appuyant sur un référentiel années 80, date de l'époque du bâtiment, avec une protection par plâtre qui n'a pas bougé, dont on peut dire, a priori, ça fonctionne, ou est-ce qu'on s'acharne absolument à dire, non, je veux une protection conforme aux normes actuelles, qui nécessite une protection complémentaire. C'est la même question
pour les capacités portantes, est-ce qu'on est capable d'accepter qu'on soit 30-40 kg en moins du référentiel, sachant que le bâtiment a déjà vécu ce genre de chargement, sans pour autant avoir de problèmes particuliers. Ensuite, élément extrêmement sensible et essentiel lors d'une réhabilitation, c'est la phase diagnostique. Alors la phase diagnostique, elle est relativement lourde en termes de coût pour le maître d'ouvrage. Cela dit, une économie sur le diagnostic se traduit très souvent par des frais complémentaires en chantier. Alors un diagnostic reste par nature, même si on le veut le plus exhaustif possible, restera toujours partiel, sauf à purger tous les planchers, tous les faux plafonds, toutes les charpentes. Petit exemple d'un cas relativement récent, le diagnostic, on fait quelques sondages, on voit une poutre, on imagine un sens de portée de poutre, sauf que quand on a enlevé le plancher, on a détecté que cette zone avait été considérablement chamboulée et que finalement le sens de portée proche de la cage d'escalier était complètement différent et que le système de renforcement qu'on avait prévu ne fonctionnait pas du tout. Et il a fallu, avec beaucoup de souplesse et d'intelligence avec l'entreprise, trouver une solution de remplacement en respectant le délai et en respectant aussi le budget. Alors cela dit, même si on a conscience qu'un diagnostic aura du mal à être complètement exhaustif, il faut le rendre le plus complet possible, tant au niveau de la structure qu'au niveau d'ambition éventuelle de réemploi. Profitons de ce que l'on démonte pour non pas tout purger, on purge, mais plutôt que de tout évacuer, plutôt en recycler certaines parties. Quelle est mon ambition en termes de déchets que je peux garder? Notamment aujourd'hui, on sait très bien remettre en œuvre des poutres métalliques, des chemins de câbles, voire des circuits hydrauliques, moyennant de les auditer un petit peu en amont. Idem également en termes d'ambition thermique. Est-ce que je me limite au strict respect de la réglementation ou est-ce que je souhaite aller au-delà? Si on souhaite aller au-delà, un diagnostic thermique préalable est extrêmement intéressant, puisqu'il permet de détecter les points sensibles, les ponts thermiques, et de faire des simulations avec en amont mon bâtiment qui consommait 300 kWh par mètre carré par an. Mon ambition est de le porter à 100 kWh par mètre carré par an. Alors ok, il y a le décret tertiaire, mais rien n'interdit d'aller au-delà du décret tertiaire. Mais là encore, il y avait investissement versus rentabilité vis-à-vis d'économie d'énergie. Lorsqu'on aborde une réhabilitation, également l'aspect contrainte du bâtiment, hauteur sous plancher par exemple, peuvent amener à multiplier les locaux techniques en infrastructure parce qu'on ne peut pas avoir un grand local. Compte tenu de la taille limitée des réseaux que l'on doit mettre, on peut être amené à multiplier les locaux techniques, et c'est-à-dire consommer de la surface. Donc on a eu parfois des débats avec des architectes maîtres d'ouvrage en disant « Pourquoi mettez-vous autant de locaux techniques ?» Oui, mais je ne peux pas avoir un grand local technique et une très grosse innervation avec des grosses gaines. Il faut que je fasse plusieurs petits locaux techniques dans des zones qui pouvaient peut-être être prévues autre chose, mais là je n'ai guère le choix, de façon à respecter la hauteur sous plafond. Sachant que lorsqu'on réhabilite un bâtiment, même si ce bâtiment doit comporter toute la technique moderne, il doit néanmoins, in fine, elle doit se voir le moins possible, surtout si on est sur un bâtiment de type monument historique. Maîtriser les techniques pour éviter les dérives, effectivement quelque chose d'essentiel. Le plus on anticipe, le moins on a surprise sur chantier, sachant qu'une modification en cours de chantier, sur un chantier de réa, a souvent un impact plus conséquent et plus lourd que sur un bâtiment neuf. Et la question que l'on se pose, et ça sera pratiquement ma conclusion, c'est de dire, est-ce qu'on doit tout border en conception, avec une équipe dédiée qui est souvent relativement conséquente en réhabilitation, puisque au-delà des intervenants habituels, s'ajoute souvent l'architecte des bâtiments de France, le laboratoire, si on fait des essais notamment de pathologie, de vieillissement des bétons, l'architecte du patrimoine qui suit le projet. Alors, est-ce qu'on borde tout, notamment sur la partie technique, en essayant de faire une approche proche de plan d'exécution, ou est-ce qu'on se dit, bon, compte tenu des incertitudes sur le bâtiment, est-ce qu'on décrit des solutions un petit peu génériques avec un maximum de prix au mètre carré dans le bordereau de l'entreprise, de façon à ce qu'en fonction de ce que l'on trouve, on puisse se raccrocher sur un prix plutôt que de créer une prestation nouvelle? Il n'y a pas de réponse bornée, puisque ça dépend terriblement de la typologie du bâtiment et des informations dont on dispose. Si on est sur un bâtiment béton années 60-70, dont on dispose de l'ensemble des plans béton avec un diagnostic des pathologies, on peut en conception aller assez loin et se rapprocher de plans d'exécution, parce qu'on a
beaucoup de certitudes sur le bâtiment. Si on est sur un bâtiment patrimonial qui en plus a subi des chamboulements dans sa vie, là pour le coup, il vaut mieux des solutions entre guillemets un petit peu passe-partout et surtout un grand accompagnement de l'entreprise que l'on accompagne avec bon sens. J'en veux pour terminer ces exemples. À gauche, sur l'image de gauche, la conception, sur l'image de droite, l'exécution. Bon, finalement, en discutant avec l'entreprise, on s'est bien rendu compte sur ce bâtiment que chaque plancher étant différent, ce n'est pas pour autant qu'on ne pouvait pas mettre une solution à peu près la même sur la totalité des ouvrages, mais en l'adaptant systématiquement. Donc pour que ça fonctionne dans ce cas-là, il faut une solution qu'une entreprise classique puisse utiliser, et aussi une très très grande proximité entre toute l'équipe d'ingénierie, d'architectes, maîtres d'ouvrage, dans une forme d'accompagnement de l'entreprise, éviter que l'entreprise, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs parmi vous, éviter que l'entreprise soit seule à résoudre le problème, mais que ce soit une résolution concertée dans le souci financier et de respect du délai. Donc voilà, j'en ai fini pour mon propos introductif, en tenant sensiblement le délai. Donc je laisse parfait. La parole à Marie-Guillaume. Oui, alors je vais juste, pardon, excuse-moi Marie, je vais présenter. Ah pardon, excuse-moi Christine. Non, mais je peux te donner le micro si tu veux. Tu peux faire aussi. Non, je disais, je trouve que c'est bien donc d'avoir un premier état, en effet, des situations de projet telles que Alain nous les a présentées. Et dans cette seconde partie, enfin après cette introduction, on a souhaité aussi rentrer déjà, alors dézoomer un peu, en premier lieu avec Raphaël Greff, qui est donc directeur général des services adjoints patrimoine et développement durable de l'UPEC, avec une première partie un peu sur le patrimoine, qu'est-ce que c'est que gérer ce patrimoine, quels en sont les enjeux et quels sont les exemples de situations de projet dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Et puis ensuite, l'exemple concret, bien sûr, du campus avec Marie-Guillaume et Patrick Hardy. Donc Raphaël, c'est à vous. Merci. Donc effectivement, un mot sur le patrimoine immobilier universitaire. Donc à quoi ressemble ce patrimoine? Bon, je dirais que c'est un patrimoine assez remarquable à plusieurs titres. C'est un patrimoine qui est vaste, c'est plus de 18 millions de mètres carrés. C'est un patrimoine qui est hétérogène, puisqu'on trouve des surfaces d'enseignement, de laboratoires, de vie étudiante au sens large, avec des bibliothèques, avec des restaurants, logements, locaux sportifs, etc. Et c'est un patrimoine, en tout cas, les universités sont confrontées à des enjeux d'attractivité et de modernisation. On estime à peu près à un tiers des surfaces vétustes, donc c'est considérable, vétustes techniquement et fonctionnellement. Or, vous le savez, il y a une certaine concurrence aussi entre universités. Il y a des classements internationaux, celui de Shanghai par exemple, et les universités doivent, ça rejoint ce besoin d'attractivité, attirer les bons étudiants, les meilleurs chercheurs. Donc il y a un enjeu à ce niveau-là d'attractivité et aussi de réhabilitation d'un patrimoine vieillissant et de rénovation énergétique. Et bien sûr, le tout dans un contexte de financement public assez difficile aujourd'hui. Alors, pour gérer ce patrimoine immobilier, il faut mobiliser bien sûr des moyens humains et des moyens financiers. Alors, pour les moyens humains, je dirais que les directions immobilières universitaires sont plutôt bien structurées, cohérentes, parce que les établissements sont suffisamment grands, c'est quelques centaines de milliers de mètres carrés jusqu'à environ 800 000 pour les plus grands, suffisamment grands pour pouvoir investir dans de véritables directions immobilières et finalement embaucher un peu tous les profils dont on a besoin. Et ces directions immobilières ont aussi un atout, c'est une vision globale sur toute la gestion immobilière, c'est-à-dire la vision de la construction, de la réhabilitation, de l'entretien, de la maintenance, jusqu'à la réadaptation continuelle des locaux en fonction de l'évolution des activités. On a aussi pour organiser cette maîtrise d'ouvrage, il existe une association, l'association Artiès, l'association des cadres de la fonction immobilière de l'enseignement supérieur, dont Marie-Guillaume est aujourd'hui présidente. J'ai été vice-président aussi quelques années. C'est une association qui a été créée il y a une trentaine d'années, qui a largement contribué à la professionnalisation de cette fonction immobilière. Et c'est une association qui diffuse auprès de ses membres toute la connaissance
immobilière, technique, juridique, etc. C'est une association qui est très mobilisée aussi par le ministère pour travailler sur différents sujets. Et je donne deux exemples de travaux communs. Il y a 2 ans, on a fait un travail sur la cartographie des activités immobilières. Donc là, vous voyez un tableau avec quelques titres qui se veulent exhaustifs sur les missions, sur les activités. Mais derrière, il y a tout un document avec une multitude de sous-titres, de définitions, d'explications. C'est en fait un document qui se veut une modélisation des activités, un référentiel commun à disposition des directeurs immobiliers qui vont puiser là-dedans, dans cet outil, tout ce qu'il faut pour structurer, développer leur direction immobilière. Il y a eu un autre sujet aussi, il existe un référentiel des métiers qui est mis à jour régulièrement par le ministère, et là aussi Arties propose, travaille sur les nouveaux métiers, propose de nouveaux métiers à inclure dans ce référentiel, rédige des fiches métiers. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'il y a un petit paradoxe sur les moyens humains, c'est que la maîtrise d'ouvrage universitaire est très intéressante. Les projets sont vastes, sont riches, mais nous avons un peu de mal à recruter, et c'est un paradoxe qui effectivement peut avoir des conséquences sur l'exercice de la maîtrise d'ouvrage. Quant aux moyens financiers, vous le savez, les universités ne lèvent pas l'impôt, les frais d'inscription en France sont très faibles, et donc finalement elles dépendent d'une dotation de l'État, mais cette dotation ne permet pas de mobiliser de grands fonds pour l'immobilier, donc ils sont insuffisants pour tout ce qui est réhabilitation. Et en fait, les grands financements pour les grands travaux proviennent essentiellement des contrats de plan État-région. Alors, ce que j'appelle là dans cette diapo les financements séquentiels, puisque ça, c'est à peu près tous les 6 ans. Et il y a d'autres financements aléatoires, des plans campus, des plans de relance, des plans résilience, etc. Donc, ce sont en fait des appels à projets qu'il ne faut pas rater. C'est très, très important, c'est l'occasion de réhabiliter notre patrimoine, de le transformer. Mais il y a une difficulté, malgré tout, c'est que ce sont des financements aléatoires, incertains, alors que pour gérer un immobilier, il faudrait que nous connaissions que nous ayons une visibilité financière, et en réalité, il nous faudrait une dotation récurrente, ce qui faciliterait évidemment la programmation. Pour je vais donner quelques exemples à travers un cas particulier, l'université Paris-Est-Créteil, où je suis actuellement. C'est une université donc, de banlieue parisienne, créée en 1970, qui est déployée sur 3 départements, avec un patrimoine de 215 000 m², essentiellement concentré à Créteil, 60% des surfaces. Une université qui accueille 1000 étudiants de plus par an depuis 10 ans, qui va accueillir encore 4 à 5 000 étudiants supplémentaires dans les prochaines années. Donc il y a un enjeu, évidemment, d'accueil de ces étudiants supplémentaires, d'attractivité, j'en parlais tout à l'heure, donc de développement de formation d'excellence, de la recherche. Et puis c'est un patrimoine qui est vieillissant, donc évidemment un enjeu de réhabilitation de ce patrimoine. Donc extension pour cette université et réhabilitation. Alors comment ça se traduit politiquement dans le monde universitaire? Pour les opérateurs publics de l'État, on rédige des schémas directeurs immobiliers, et en particulier des schémas pluriannuels de stratégie immobilière. Ce sont des documents que Bercy met en place depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Ce sont des visions à 5 ans de la politique immobilière. Donc en fait, on rédige une politique immobilière en réponse aux besoins de la recherche et de l'enseignement, et ça se traduit par un certain nombre de souhaits, de projets. C'est un document qui est validé donc, par le CA de l'établissement, par le ministère de l'Enseignement supérieur et puis par Bercy. Donc un document important puisqu'il nous permet d'appuyer toutes nos demandes de projets. Et je vais vous donner quelques exemples donc, dans cette université de réalisation et d'opportunités. Le plan de relance, je parlais de financement aléatoire, nous avons obtenu 9,5 millions dans le cadre du plan de relance. Ça nous a permis de rénover 3 bâtiments, rénovation énergétique au niveau du clos couvert, et aussi, et surtout, je dirais, de réhabiliter 2 sites. Je vous montre quelques photos.
dans notre besoin d'extension et de développement de l'enseignement, d'ailleurs, à Fontainebleau, parce qu'il y a dans ce territoire un manque d'enseignement supérieur, nous avons récupéré 2 bâtiments du ministère de l'Intérieur, une ancienne caserne de gendarmerie, et grâce au plan de relance, plus quelques fonds propres et des fonds du département, nous avons fait une réhabilitation totale de ces bâtiments. Et un autre campus à Vitry-sur-Seine, les bâtiments que vous voyez sont des bâtiments que nous achetons au département. Le plan de relance nous a permis de réhabiliter le petit bâtiment. L'autre bâtiment, et d'ailleurs aussi une construction se réalisera sur le campus Fontainebleau que je présentais précédemment, ce seront des opérations qui seront réalisées dans le cadre du contrat de plan État-région. Un petit mot sur le plan de relance. Ce sont des opportunités très intéressantes avec, malgré tout, 2 difficultés. Il ne faut pas que nous ayons la seule obsession de l'économie d'énergie, mais plutôt qu'on ait une ouverture sur une réhabilitation globale, parce que l'important est une mise à niveau technique et fonctionnelle. Et ensuite, les délais qui ont été imposés étaient extrêmement courts, un peu plus de 2 ans pour réaliser des études de programmation, de maîtrise d'œuvre, pour réaliser les travaux, avec bien sûr le tout entrecoupé de marchés publics. Ça a bousculé les directions du patrimoine universitaire, les maîtres d'œuvre, les entreprises, les fournisseurs. Et je vais finir sur un exemple d'un contrat de plan État-région, celui de 2015-2020. On est en travaux sur 3 projets qu'on livre en 2024. La restructuration d'une dalle du campus principal, c'est un campus, donc une dalle de 7000 m² qu'on restructure entièrement, qui est en fin de vie, qui a 50 ans, qu'on végétalise, une dalle qui réunit 56 000 m² de bâti, une dalle qui accueille 12 à 15 000 étudiants chaque jour. Donc, vous l'avez deviné, un enjeu de travaux en milieu occupé. Que l'on retrouve sur les projets. Les 2 derniers projets là, que je vous présente, c'est 2 projets qui concernent la faculté de santé de l'université. C'est un peu un fer de lance de l'université. Cette faculté accueille 10 000 étudiants et 600 chercheurs. Il y a de très belles équipes de recherche. Et on a une double opération en cours. Les 2 sont en cours de travaux. La restructuration de la faculté en milieu occupé et une extension, une construction, je vous montre une photo, une construction d'un bâtiment de recherche, 6000 m² de laboratoire. C'est 2 choses à dire par rapport à ce contrat de plan État-région. La première chose, en termes de financement. Les délais sont longs pour les opérations publiques, entre 5 et 10 ans. Donc, entre un arbitrage qui a eu lieu là, par exemple, en 2015, et la réalisation des travaux aujourd'hui, évidemment, les choses ne sont plus les mêmes. Le programme des travaux évolue en termes de recherche très rapidement, et les financements sont figés. C'est-à-dire que 6, 8 ans, 10 ans après, nous ne sommes plus du tout dans les mêmes contraintes financières. Donc, le jeu du maître d'ouvrage et finalement aussi des maîtres d'œuvre, c'est de trouver des solutions, c'est de parfois amoindrir un projet, c'est de faire des économies, c'est de trouver des cofinancements. Il y a une chose que j'utilise souvent d'ailleurs sur ces 3 projets, je l'ai utilisé systématiquement, c'est mettre en place des tranches optionnelles de travaux, donc des réalisations qui se feront plus tard. Il est toujours plus facile de trouver un financement quand le projet est en cours de travaux, mais par exemple le bâtiment de recherche qui est en cours de construction, le dernier étage c'est 1500 m², nous allons le livrer à l'état brut, non aménagé, parce que nous l'avons construit sous forme de tranche optionnelle pour rentrer dans le budget. Et deuxième point, c'est les travaux en milieu occupé. C'est quasi systématique. Nous ne pouvons pas trouver juste à côté un bâtiment de 10-15 000 m² pouvant accueillir nos enseignements et nos laboratoires le temps des travaux. Donc ça veut dire que c'est une organisation assez particulière puisqu'on va faire du désamiantage, on va faire du bruit, on va faire de la relocalisation partielle et avec, je pense, une chose qui est très importante, c'est évidemment une communication continue auprès des usagers, ce qui permet d'absorber beaucoup plus facilement de tels travaux. Je parle de chantiers qui durent de 2 ans, de 2 ans et demi. Voilà, merci.
Ouais, je suis tout en mute. J'avais juste une toute petite question rapide par rapport à l'association. Alors j'ai compris le lien qu'il y avait dans l'enjeu, mais pourquoi est-ce qu'on fait appel à cette association finalement? Je dirais qu'on y trouve une large compétence, ou toutes les compétences finalement, et en particulier qu'on n'aura pas au niveau du ministère, en particulier les compétences opérationnelles. Et cette association, c'est une association qui réunit 200 membres, tous les établissements d'enseignement supérieur y sont représentés, et on a tous les profils, ingénieurs, architectes, techniciens, des gens qui viennent du privé, d'autres maîtrises d'ouvrages publics. Enfin voilà, donc on a cette Et elle est réunion de sollicitée compétences. de quelle façon par le ministère? À travers des groupes de travail, pour des séminaires, pour tout en fait. D'accord. Voilà. Non, Et c'est très important qu'on ait cette collaboration continue. Oui, je comprends. C'est un vrai lien direct. On a nos interlocuteurs à la sous-direction de l'immobilier, donc dans notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'enseignement supérieur. Alors maintenant, on a la direction de l'immobilier de l'État qui vient se placer quand même largement à côté, voire au-dessus, selon le sens où on le prend. C'est un lien direct, c'est ce que disait Raphaël, c'est de la relecture de documents, c'est de la relecture de circulaires avant qu'elles soient mises en validation et qu'elles soient applicables. C'est de la sollicitation pour les retours de terrain, puisque effectivement c'est dans les établissements que les choses se passent. Donc on a une large représentation qui permet d'avoir des retours terrain qui sont consolidés pour donner une information sûre à notre ministère. D'accord, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a, avant qu'on passe à la partie projet avec Marie et Patrick, une question? Oui, Florence. De techniques à redécouvrir, oui, c'est évident, parce que le bâtiment il a été conçu selon le mode de conception et d'exécution et de matériaux disponibles à l'époque de construction. Donc en fonction de la date de construction, on aborde la réhabilitation en disant est-ce qu'on travaille sur des voûtes en pierre, est-ce qu'on travaille sur des planchers en bois avec des problématiques de pathologie dues au vieillissement, pourrissement, attaque d'insectes, ou est-ce qu'on travaille sur des éléments métalliques corrodés. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une approche de diagnostic avant-projet. Alors après, il y a toute l'approche patrimoniale. À un moment, même si je suis passé assez rapidement quand je parlais du diagnostic, dans certains cas, on ne peut tout simplement pas diagnostiquer parce que dessous, on a des plafonds classés et au-dessus, on a des dalles en pierre dont on sait que si on les dépose, on ne peut pas les reposer sans les casser. Et pourtant, il faut donner une capacité portante. Donc là, on est typiquement dans des problématiques de patrimoine. Et bien, ce qu'on fait, on fait des essais de chargement. Mais là encore, c'est une démarche où il faut se mettre d'accord avec le bureau de contrôle, notamment, et voir un petit peu les conditions. Et on vient charger le plancher pour parler sur des sujets de structure que je connais. Au-delà de la charge qu'il va devoir supporter, on mesure la déformation. Et si on est en dessous de la déformation théorique, on dit « Ok, ce plancher est bon pour destination ». Donc effectivement, on a ces contraintes. On a aussi les contraintes des fois on ne peut pas intervenir sur un mur pour mettre une poutre parce qu'on a un lambris ou une boiserie ou une peinture. Et là, il faut trouver des solutions rassurantes, mais le moins invasives possible. Donc oui, effectivement, on est toujours dans ce genre de compromis lorsqu'on intervient sur des bâtiments qui ont un enjeu patrimonial. Oui, on va justement aussi pouvoir en parler dans les exemples suivants. Merci Florence. Est-ce que... Voilà, Marie, à toi. Donc je prends la suite. Bonjour à tous et tout d'abord bienvenue dans nos bâtiments de l'université Jean Moulin Lyon 3. Alors l'université Jean Moulin Lyon 3, je ne sais pas si vous la connaissez, en tout cas si vous êtes lyonnais, vous ne pouvez pas ignorer les bâtiments qu'elle occupe. On a beaucoup de chance à l'université parce qu'on a un très beau patrimoine, un patrimoine remarquable. Notre camp de base en manufacture des tabacs dans le 8e. Donc quand on parle de patrimoine ancien et patrimoine de qualité qu'on doit préserver, pour nous c'est un vrai enjeu et je salue ici François Lemoine qu'on a cité tout à l'heure, mais Guy Olagnon aussi qui est là et qui porte tous les deux ces enjeux de réhabilitation et de travaux dans nos murs.
La maison du directeur, pareil, je voulais faire des focus sur des points qui sont des points attractifs de notre patrimoine. Donc la maison du directeur, qui est la maison du directeur de la manufacture des tabacs, réhabilitation récente. Alors c'est pareil pour les Lyonnais, on vous accueillera avec plaisir dans les murs de la manufacture pour d'autres visites, pour des bâtiments qu'on pourra vous présenter. Et puis on a un site sur Bourg-en-Bresse, site en devenir avec le site de la Charité. Donc là, pareil, très beau patrimoine et très beau bâtiment, qui a eu une phase 1 de réhabilitation, qui entre dans une phase 2 de travaux et qui aura une phase 3 de développement à venir. Alors, très beau patrimoine, mais du patrimoine de centre-ville. Donc, nous, on est une petite université de 120 000 m² en foncier, mais on accueille près de 30 000 étudiants. Donc, il faut les installer, il faut qu'ils puissent venir sur nos sites, étudier, que les enseignants puissent travailler. Ça fait beaucoup de monde dans peu d'espace, et donc tout l'enjeu de la réhabilitation en site occupé, et donc ça, c'est les sujets qu'on abordera avec Patrick, sont importants, puisque pas de relocalisation possible, hein, Raphaël le citait tout à l'heure, site de centre-ville, donc pas de possibilité de relocaliser facilement à proximité. Donc c'était notamment tout l'enjeu de l'opération campus, que de porter cette opération et de pouvoir dans le même temps continuer à assurer nos activités. Et là on se situe bien donc aujourd'hui sur le site des Quais du Rhône, bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui et que vous allez visiter ensuite, et puis une autre partie qui est sur le bâtiment à côté, des bâtiments qu'on appelle Athéna et Athéna Dugas. Alors, pour la partie de l'opération campus, on va vous en présenter un focus qui est celui de l'Université Jean Moulin Lyon 3, mais je voudrais quand même replacer le contexte de l'opération qui, pour Lyon, et pour le projet qui nous concerne, qui était le projet Charles Mérieux, concernait les universités Lyon 2, Lyon 3 et Sciences Po. Et je salue ici la présence d'Alain Ratineau, qui a été notre premier directeur de projet sur l'opération pour l'Université de Lyon et le portage de la maîtrise d'ouvrage. Opération qu'on a quand même commencé en 2011-2012, hein, les premiers temps de la programmation. C'était un projet, on a parlé d'appel ponctuel, c'était un appel national avec 10 campus qui ont été retenus. Lyon en a fait partie. Vous en voyez un morceau aujourd'hui. Il y a aussi également la DOA avec bien sûr Lyon 1, l'INSA et puis la partie ENS également, qui ont eu de très beaux projets de réhabilitation. Alors pour nous, strictement pour Lyon 3, c'était près de 26 millions d'opérations. Lyon 2, si on mettait le tout, je crois qu'on était au-dessus des 70 millions d'opérations au total. 48 mois de travaux pour ce qui nous concerne, et un appel à projet qui portait strictement initialement sur des enjeux de sécurité des sites, mise à niveau des sécurités incendie notamment, d'accessibilité des ERP et puis de performance énergétique. On en parlait bien sûr déjà en 2011. Il nous a paru évident quand on a déposé le projet, à tout le moins dès sa phase programmation, de se dire on ne pourra pas se cantonner à ces aspects-là. Raphaël l'a dit tout à l'heure, la performance énergétique, mais pour tous ceux qui font de la réhabilitation, c'est un enjeu. Oui, il faut faire de la performance énergétique, mais faire de la réhabilitation, c'est souvent déjà maintenir ces bâtiments et assurer un nouveau cycle de vie de ces équipements. Et alors, ça avait été la question sur les fenêtres. On ne va pas vous redonner le temps de retour le temps de retour sur investissement des fenêtres. On devait être à 130 ans. Les fenêtres, on ne les remplace pas juste parce qu'elles auront une meilleure performance énergétique. On les remplace aussi parce qu'elles sont anciennes, qu'elles ne répondent plus aux besoins et qu'elles n'assurent plus le confort de base qu'on attend dans nos bâtiments. Donc voilà, c'était tout l'enjeu de se dire, on va faire cette opération, mais on va en profiter pour faire plus et aller au-delà. Et c'est pour ça qu'on a très vite, l'université a dit, on mettra une part en complément de l'opération, en complément du financement État, et on a mis 4,5 millions en complément pour venir faire des choses très rapidement, qu'on donne à voir aussi, hein, tous ceux qui sont confrontés en maintenance. Parfois, vous faites des opérations, alors c'est surtout vrai quand vous faites de la performance énergétique ou de la sécurité, de l'accessibilité, ça ne se voit pas. Et quand vous avez des usagers dans vos sites et que voilà, vous leur avez fait subir une opération, des nuisances sonores, un chantier à proximité de leurs locaux, alors nous d'études et de travail, mais tout à chacun dans vos établissements, forcément, vous n'avez rien fait. Alors si, ça ne se voit pas, vous aurez un meilleur confort. Alors en plus, quand dans les 2 premières années, vous êtes dans les ajustements de votre confort thermique, c'est pas l'idéal non plus. Ça va venir, on va y arriver, mais enfin voilà. Du coup, nous, on a très vite voulu mettre des éléments assez forts en place, et notamment l'amphithéâtre dans lequel on vous accueille aujourd'hui,
Il n'était pas prévu initialement, mais très vite on a dit cet amphithéâtre, on va le réhabiliter. Et merci Yaya, on a fait un gros coup été 2016, on s'en souvient encore, pour réhabiliter cet amphithéâtre et le donner, enfin voilà, de donner tout de suite à voir, de dire voilà, l'opération elle se lance et on va en profiter aussi pour faire des beaux objets. Et puis on vous le verrez dans la visite. On a prouesse aussi rajouté un plancher sur ce bâtiment. Alors il y en avait déjà un sur la partie nord où nous nous trouvons aujourd'hui. On en a fait un sur la partie sud, on le verra pendant la visite puisque ça concerne la partie bibliothèque. Mais ça, c'est aussi prouesse que Aya a relevé haut la main dans nos murs. Alors, quand on dit du site occupé, ben, c'est du phasage. Je ne sais pas si on le voit bien, mais nous, c'est voilà, 6 à 7 ans d'opération hein, dans les murs. Il faut se dire que côté Lyon 2, ben, Aya avait la même chose à gérer. Du doublage, positionnement des équipes, un côté, voilà, comment on intervient, comment on gère. Une opération unique avec des lots de travaux partagés. Et donc, voilà, du site occupé, c'est des opportunités qui se présentent. On s'est dit aussi rapidement, et ça, l'État nous a bien accompagnés, où est-ce qu'on va les mettre? Parfois, on fermait entre 5 et 7 000 mètres carrés. Où est-ce qu'on reloge les gens? Comment on fait comment on assure l'enseignement pendant ce temps-là? Et on a eu une opportunité que l'État nous a présenté, un petit bâtiment que vous verrez tout à l'heure qui est derrière, qui s'appelle bâtiment Cavenne. C'est pas grand-chose, mais tout de suite, c'est 500 mètres carrés qu'on a pu investir, pareil, très rapidement, été 2016, travaux d'accessibilité, de sécurité pour investir le bâtiment, installer des équipes de recherche et se donner un petit peu de respiration et de souplesse. Et on n'a pas pu se passer non plus, on a occupé, vous le connaissez bien, je pense, un plateau du bâtiment New Deal Citroën, juste de l'autre côté, hein, tramway. On a pris 1000 mètres carrés parce que c'était vraiment compliqué de gérer dans notre existant. Mais c'est les deux seuls. Alors celle-ci, on l'a rendue, hein, on l'a gardée 6 ans et on a rendu notre location. Celle-ci, c'est un investissement définitif puisqu'on a pu garder l'opportunité de rester dans le bâtiment post-opération. Mais en faisant ces manipulations, 0 Algeco et 0 locaux temporaires installés dans les cours. Donc ça, c'était la bonne opération. Je le disais, c'est donner des choses à voir rapidement, donc notamment c'est l'amphithéâtre où on se trouve aujourd'hui. Et puis après, bah, c'est des enjeux de chantier classiques dont Patrick parle très bien. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il faut revenir un peu. On entend qu'il y a quelques histoires à préciser dans tout ça. Peut-être que Patrick, tu peux nous les raconter. Oui, on peut déjà parler de tous les aléas. Donc, on a parlé beaucoup, Alain a beaucoup parlé de minimiser les aléas pendant les études. Moi, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il faut, pour les maîtres d'ouvrage, minimiser les aléas? Parce qu'en fait, ils sont là, ils seront là, et ils sont liés à, forcément, du fait d'études qui sont établies avec une connaissance parcellaire de l'existant. En fait, minimiser les aléas, c'est pas ce que doit faire le maître d'ouvrage, c'est plutôt les prendre en compte pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils vont être, c'est-à-dire des éléments très, très, très importants dans la vie d'une opération. Alors, des aléas, ici, on en a eu. On a eu le plomb, évidemment, qui était un peu minimisé. On a eu des aléas quand on a changé les fenêtres, l'état de la pierre, l'état des feuillures au niveau des pierres. Donc, toute une série d'aléas qui ont conduit finalement, qui ont perturbé le déroulement du chantier, hein, le déroulement de l'opération, extrêmement phasé. En fait, quand on a des opérations qui sont aussi phasées, on a eu 30 phases hein, sur ce dossier, 30 phases entre Lyon 3 et Lyon 2, 30 phases, ce qui est quand même assez fou. Les phases qui sont parfois très courtes, hein, c'était 4-5 mois de travaux, donc le temps de curer, le temps de découvrir l'existant une fois curé, eh bien, il fallait tout de suite adapter, tout de suite gérer l'aléa que l'on rencontrait, qui était de toute nature, et puis livrer. Donc, le temps de faire les travaux, on était déjà dans la livraison. Évidemment, tout ça, ça a généré des retards, tout ça, ça a généré des reprises de phasage. Et donc, c'est pour ça que je dis que minimiser les aléas pour un maître d'ouvrage, c'est la dernière chose à faire. Il faut vraiment les prendre en compte et bien les évaluer. Alors, quand on arrive sur un bâtiment comme ça, il faut, Alain va aussi, à juste titre, il faut bien lire le bâtiment, bien comprendre son histoire et avoir beaucoup d'humilité, puisque les anciens qui construisaient ce bâtiment faisaient quand même assez bien les choses. Et il ne faut pas faire n'importe quoi et respecter
et respecter les bâtiments qui ont été réalisés par nos anciens. Ça, c'est très important, et ça doit aussi inspirer notre architecture qui doit être humble et qui ne doit pas être trop démonstrative sur des projets comme ça, et pour une parfaite intégration et pour que ce soit mieux accepté par tous. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire sur ce projet en essayant effectivement de respecter les bâtiments, ce patrimoine remarquable. Et pourtant, ce n'était pas facile, créer des évacuations, créer des escaliers pour l'accessibilité, changer les fenêtres. Les fenêtres, on a vraiment respecté tout le patrimoine en les faisant... On a fait respecter ça, enfin on a fait valider ça par les ABF, et on ne voit pas finalement cette intervention. On a l'impression que ces fenêtres ont toujours été là. Et pourtant, ça permet de repartir sur un patrimoine de qualité pour longtemps. Donc, intervenir de manière humble et discrète, et tout en apportant toutes les performances que le maître d'ouvrage attend. On s'est adapté tout le long du projet, et puis on s'est adapté aux modifications de programme du maître d'ouvrage, qui, effectivement, découvrant son patrimoine, s'est dit à profiter de ces opportunités pour essayer d'améliorer, et à juste titre. D'ailleurs, ça, c'est aussi une vraie question. On est parti, au départ, quand on a gagné le concours et quand on a fait les études, on était dans un programme qui était quand même assez minimaliste. La rénovation thermique et l'accessibilité et la rénovation de quelques amphis, c'était finalement assez minimaliste par rapport au volume de l'opération. Plus de 70 000 m² d'intervention de plancher, et un budget de travaux entre 35 et 40 millions hors taxes, donc pas grand-chose au mètre carré. Donc c'est assez minimaliste, et finalement, est-ce qu'on ne se pose pas la question éviter d'être trop cosmétique sur ce genre de patrimoine et plutôt concentrer, parce qu'on voit bien que ce besoin est arrivé. En fait, au bout d'un moment, il fallait démontrer que les travaux, que la gêne provoquée par les travaux, il fallait démontrer qu'en fait ça servait aussi il fallait rénover ce patrimoine et que ce soit visible. Et est-ce que ça, c'est une question? Est-ce qu'il ne faut pas aussi concentrer plus les interventions, être plus ambitieux sur les interventions sur un patrimoine moins grand, quitte à étaler un peu plus les interventions, enfin, quitte à travailler en plusieurs types d'opérations. Donc, en tout cas, pour nous, ça a été quand même un problème, puisque un peu moins Lyon 3, parce que Lyon 3 a vite compris ce sujet et a contribué d'ailleurs de manière budgétaire à faire évoluer nos prestations. Mais sur Lyon 2, on travaillait que sur les enveloppes, et puis on ne touchait pas aux cloisons qui touchaient l'enveloppe, donc on faisait de la peinture du mur côté façade, et puis pas sur la cloison à côté, ce qui était quand même un peu pas très logique en fait en soi vis-à-vis des utilisateurs. Donc je pense que certainement, si on pouvait améliorer, ce serait déjà être un peu plus ambitieux dans les budgets, dans les programmes, pour des interventions pour intervenir sur ce type de patrimoine. Hier aussi, quand on a échangé avec Florence d'ailleurs, il y a eu deux choses que je trouvais intéressantes. C'est que tu disais, déjà, il faut que tout le monde ait bien les yeux grands ouverts. C'est pas sur Revit qu'on fait exclusivement un projet de réhabilitation, donc il faut quand même bien regarder où on est, etc. et accepter ce qu'on voit à un moment donné, et après faire l'analyse, comme le disait Alain. Je trouvais que ça a été vraiment intéressant, et surtout on était amené à comparer. On se disait tu as travaillé évidemment sur le sujet de l'Hôtel-Dieu et sur ce patrimoine. Bon, si on regarde le truc comme ça, on se dit c'est grand, c'est 19e siècle, c'est ceci, c'est cela, c'est plusieurs époques. Et finalement, ce que tu disais là, c'était que c'était pas du tout la même expérience, et que chaque expérience est différente, même si on regarde le sujet de façon patrimoniale, quoi. Oui, alors donc oui, c'est pas sur Revit qu'on fait. On a besoin effectivement de dessiner les projets, de les concevoir avec la connaissance de l'existant qu'on peut avoir, mais
À chaque phase, en fait, il faut, au début de chaque phase, quand on commence à nettoyer, à curer les zones dans lesquelles on intervient, eh bien, il y a un nouveau diag qui se fait, qui doit se faire. Il y a le diag avant les études, et puis pendant le chantier, en fait, il faut refaire un diag à chaque début de phase. Parce que quand on découvre un espace, la géométrie n'est pas forcément celle que l'on avait prévue, même c'est pas en général, elle n'est jamais celle que l'on a prévue. C'est toujours très différente. On se retrouve avec des réseaux qui n'apparaissent sur aucun plan ou qui n'avaient pas été vus, des éléments de structure qui sont liés à l'histoire du site, des éléments même de béton armé qu'on retrouve dans des zones où on ne devrait pas en avoir. Enfin, bref, il y a toute une histoire. Forcément, hein, les bâtiments du 19e siècle, 100 ans d'exploitation, il y a des histoires dont on n'a pas la trace. Donc il faut bien prendre en compte ça, c'est ouvrir les yeux, regarder, lire le bâtiment, lire la structure. Alain pourrait le dire aussi. Il faut lire la structure. On n'est pas sur des ouvrages en béton armé classiques où on fait un peu ce qu'on veut. Sur des bâtiments en pierre, des bâtiments patrimoniaux, en fait, on ne fait pas ce qu'on veut, on le fait avec ce qui existe. On ne met pas les ouvertures où on veut. On fait, enfin voilà, il faut être donc très humble par rapport à tout ça, sinon on fait des grosses erreurs fondamentales, pas seulement des erreurs structurelles, mais même des erreurs. Très souvent, les anciens, ils avaient quand même cette intelligence de la construction et ne faisaient pas les choses n'importe comment, aussi bien dans les volumétries, dans les évacuations, dans la ventilation. Il y avait beaucoup d'intelligence constructive. Intelligence constructive qu'on a un peu perdue, hein, parce que nos techniques modernes permettent de faire des choses assez facilement. Tout le monde sait construire en béton armé, mais par contre construire des bâtiments comme ça en pierre, avec de la charpente bois, du zinc, voilà, il y a quand même un peu moins de monde à avoir cette expérience-là. Donc il faut être très humble et bien ouvrir les yeux, effectivement, bien ouvrir les yeux. Et si je reviens, alors je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur le programme, qui finalement était très petit, si je puis dire, mais on entendait ce qu'il fallait entendre, c'est-à-dire règlement thermique, accessibilité, voilà. Ça a été plus loin, on le verra pendant la visite, il y a la création de surface, enfin voilà, finalement, il y a une ambition quand même assez forte qui a été portée en effet derrière le sujet. Mais moi, je vais être très très pragmatique. Finalement, si on revient à ces chiffres, aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant, 3 ans, enfin, évidemment, on regarde des différentes phases. En quoi est-ce que ça a été bénéfique, finalement, si on regarde les chiffres de la consommation énergétique, etc. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Juste, alors, nous, déjà, en termes de confort, mais ça, vous le verrez lors de la visite, hein, notamment les espaces de bibliothèque, il y a eu un vrai effet bénéfique pour le confort des usagers en tant que tel dans le bâti, d'ores et déjà dans les espaces. Les amphithéâtres que vous allez voir aussi, enfin, on a de très beaux amphithéâtres qui n'ont pas bougé dans les volumes, mais qui ont été complètement repensés et dans l'esthétique et dans l'interaction, voilà, conférence usagers. Et alors, ça, c'est les premiers chiffres, hein, sur les enjeux énergétiques. Alors, on a les derniers chiffres à 21 parce que, comme d'autres, on n'a pas encore reçu toutes nos factures de 2022 avec les fournisseurs d'électricité. Mais nous, vous voyez, c'est moins 17%. Quand on parle des phases avant OP Campus, c'est celles qui sont grisées, hein, les temps de chantier où on fermait, certaines parties des bâtiments étaient fermés, donc forcément pas de consommation directement sur les usages. Par contre, par rapport à avant, c'est moins 17%, et pourtant on a amélioré le confort, donc on a rajouté de la ventilation, on a mécanisé, et puis on a rajouté de la surface, puisqu'on a parlé du bâtiment Caven qui est de l'autre côté, qui est venu en complément. Donc en rajoutant de la surface, les premiers chiffres, et on n'est encore pas dans le temps normal de l'exploitation, on est encore dans les calages, hein, on a dit 2 ans après, c'est encore le temps de l'ajustement. Il y a eu un vrai effet rapide et net qu'on constate dès la mise en exploitation des installations. Donc qui ne vont que s'affiner par la suite. Je précise qu'en termes de confort des usagers, elle a eu un prix, cette bibliothèque, oui. Voilà, quand même. Donc, c'est important. Enfin, vous le verrez tout à l'heure. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bel espace. Alors, on peut dire aussi sur l'énergie, c'est qu'on en a profité pour s'accorder au réseau de la ville, un réseau d'énergie de la ville, ce qui a permis aussi, accessoirement, de décarboner la production d'énergie du site.
Donc, c'est doublement vertueux, c'est-à-dire qu'à la fois, on diminue les consommations et on décarbone, et on profite de l'énergie collective de la ville. Donc, ça a été, ce qui peut se reproduire sur d'autres projets aussi. Hein. Parfois, comme tu disais, on fait un peu par facilité, mais on peut le faire sur d'autres projets. Oui, parce que là, on a quand même des enjeux de traversée entre le site de Lyon de l'autre côté et ici pour venir amener le réseau de chauffage urbain. Ce n'était pas neutre en termes d'intervention. Donc, il fallait le pousser jusqu'au bout, hein, passer le tramway. On peut se dire, effectivement, tant pis, on va faire plus simple. Mais non, on a porté le sujet. Alors que dans d'autres situations, c'est plus simple et on ne le fait pas. Oui. Ouais, mais toujours l'enjeu, on disait, c'est pour le confort, c'est parce qu'il y a le chantier à côté. Mais quand on ferme des phases de bâtiments, une fois qu'on y est, on se dit, mais il faut tout faire parce qu'on ne va pas la refermer de sitôt. Donc, allons-y. Tout le monde ne se dit pas ça, hein, quand même, hein, je le précise. Hein. On a quelques absurdités parfois. Moi, j'avais une petite question un peu, voilà, on parlait des étudiants, qui s'adresse à Marie et également à Raphaël. Il y a quand même dans la pyramide des âges une analyse qui est faite. Alors, j'ai l'impression que je fais un peu le pas de côté, mais non, puisqu'on parle quand même aussi de projection d'étudiants, de nombre de places, de patrimoine. Comment est-ce que vous gérez en fait ce qui va se passer dans les 20 prochaines années, à savoir une population vieillissante, donc a priori une diminution du nombre d'étudiants? Nous, on est plutôt sereins parce que comme ils sont trop serrés, on va décharger nos bâtiments. Donc, on est plutôt, voilà, c'est plutôt quelque chose qu'on peut attendre. Parce qu'on a fait plus 1000, enfin, les chiffres que donnait Raphaël, hein, plus 1000 par an. On est beaucoup d'établissements universitaires à les avoir faits ces dernières années. Donc, de pouvoir les absorber et puis lisser cette partie-là, ça va être intéressant quand même pour les établissements universitaires. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. On aura une augmentation du nombre d'étudiants jusqu'en 2030, a priori, et puis après un déclin. Là où on est pour l'université Paris-Créteil, plutôt 2035, on a une démographie qui est un petit peu décalée. Il y a quand même plusieurs solutions. On a une partie du patrimoine, on a 5000 m² loués, donc ça veut dire que c'est toujours une variable d'ajustement. On a à Créteil un petit bâtiment de 900 m² dont on voudrait se séparer. Absolument indispensable aujourd'hui, mais ça fait partie des possibilités. On a aussi des projets pour des sites qui sont éloignés. On a 2 sites dans le 93 qui sont surdimensionnés, donc on a un projet de construction pour quitter 2 sites et finalement une construction qui mènerait à une surface 2 fois moindre. Il y a un autre sujet aussi, parce que sur 20 ans, j'en sais rien, il n'y a pas seulement le nombre d'étudiants, il y a aussi l'évolution de la pédagogie, le numérique, etc. Il y a une chose qui est très importante dans la réhabilitation, c'est de créer des surfaces évolutives. Voilà, qu'on puisse avoir des bâtiments qui puissent s'adapter très facilement à l'évolution de toutes nos activités. Et ça, c'est aussi une réponse... Grands enjeux pour le maître de Vossery. Oui. Je vous remercie tous. Je vais demander à Frédéric de faire un switch avec Raphaël pour que nous puissions passer à la 3e partie. Personne ne... Non, vous pouvez rester. Oui. Et donc, Frédéric Nantois, qui est architecte et directeur de projet chez AIA Life Designer à Paris, traite de pas mal de sujets de réhabilitation qui sont sur des périodes très différentes, avec des enjeux très différents. Et donc, je te laisse la parole, Frédéric, mais tu as choisi de nous présenter 3 exemples de projets sur lesquels tu travailles en ce moment. Oui, bonjour. Merci pour cette invitation sur ce sujet qui nous passionne. Donc, oui, je vais vous présenter 3, effectivement, comme tu disais au début, un peu en mode partage d'expérience. 3 projets parisiens que nous avons en ce moment tous en chantier. Et je vais vous les présenter avec chacun leur problématique. Alors, j'ai juste ajouté ce titre en anglais, ça fait effectivement un peu sérieux quand même, Adaptive Reuse for Urban Sustainable Renewal. C'est quand même, je l'ai mis parce que c'est quand même bien. Et puis ce terme Adaptive Reuse, vous le trouverez vraiment dans toute la littérature de langue anglaise. C'est un peu le terme qui devient le mot-clé quand vous voulez regarder des projets vraiment avec l'idée de la transformation. Là, effectivement, on est sur des projets où la transformation elle a démarré avant que nous intervenions. Mais voilà, c'était un petit élargissement si vous googlisez des projets. Les 3 sites, en l'occurrence, que je vais vous présenter, sont 3 projets alors intéressants parce que ce sont 3 îlots urbains parisiens, 3 îlots d'époques différentes,
dans lesquels justement la notion de recyclage au sens de la transformation de la destination s'est déjà engagée avant que nous intervenions. Et 3 sites qui sont aujourd'hui face à la même question, qui est effectivement leur nouvelle adaptation à une destination tertiaire. Donc là, c'est du patrimoine plutôt tertiaire, alors en l'occurrence du tertiaire public. Nous ne sommes pas dans des projets promotionnels. L'usager, l'utilisateur est connu, il est le maître d'ouvrage et le futur occupant du site. Et puis 3 contextes différents en termes justement de maîtrise d'ouvrage, d'acteurs du projet, de position et de rapport aussi à la vie du projet dans son voisinage, dans son insertion, dans toutes les questions que cela pose. Alors, les 3 îlots, vous les voyez dessus, c'est toujours intéressant, là, ils sont à l'échelle, les 3 sont à la même échelle. Donc un îlot industriel du 19e à l'origine, celui de gauche, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Nous aurons tous un dossier à un moment là-bas. Si on vieillit. Et vous avez fait un projet très intéressant dans les questions qui étaient posées. Le deuxième qui est, donc vous voyez, une échelle très différente, l'hôtel de Breuil pour l'Assemblée nationale. Et à droite, le site de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports, la DRIAT Rumiolis, donc qui est un service déconcentré de l'État dont le ministère d'attache est le ministère de la Transition écologique. Vous pouvez imaginer que pour cette tutelle, un enjeu fort d'exemplarité environnementale. Le premier, donc, c'est ce projet pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Alors, voilà, s'il y a un point qui ressort, c'est uniquement cette idée de retour aux fondamentaux dans ces figures du recyclage. Pourquoi? C'est que vous voyez la composition de ce site, alors c'est une évolution quelque part assez classique. On part d'un bâtiment industriel du 19e siècle qui est la fabrique des pianos Erard, qui disparaît et puis qui se transforme déjà en un site à vocation tertiaire pour la Caisse d'assurance vieillesse, qui l'étend dans les années 50, qui l'étend dans les années 60 avec un bâtiment Flandre 2, puisqu'on est avenue de Flandre dans le 19e arrondissement. Alors là, ne figure pas, mais en réalité, il y a encore une autre extension, plus ou moins, je pense, des années 70, qui n'était pas concernée par le projet. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans ce projet de Flandre 1, donc, qui concerne toute la partie 19e et années 50, plus le pavillon sur la rue de Flandre. Voilà l'évolution du site. Donc, vous voyez une parcelle qui, en fait, venait jusqu'au canal. On voit la photo du centre, c'est tel que la fabrique de pianos pouvait être au 19e siècle. Donc, il n'y avait pas une notion de cour fermée. C'est venu par la suite, et vous voyez justement la CNAV dans les années 70, les bâtiments ont été reliés, les cours ont été créés, et puis les extensions sont venues progressivement occuper la profondeur de l'îlot pour créer un ensemble tertiaire assez vaste. Et aujourd'hui, la CNAV, enfin aujourd'hui, il y a quelques années, quand le projet a été lancé, il y avait effectivement, comme dans tous ces sujets de réhabilitation, la question énergétique, la question de la conformité, incendie, de l'accessibilité PMR, on va dire que ça, ce sont les incontournables pour ces projets. Effectivement, il faut aller, et déjà parfois résoudre et être performant sur ces questions, ça n'est pas simple. Et au-delà, il y avait pour la CNAV un vrai enjeu on va dire, de mise en conformité de son ambition, je dirais, managériale, de revoir ses organisations du travail avec des espaces de travail qui, justement, n'étaient pas en phase avec ça. Et vous savez, donc, c'est un truc de pas mal de grandes entreprises de s'engager dans cette idée du changement et donc d'être accompagné, le management du changement, de repenser ces organisations du travail. Alors c'est intéressant parce que ça a été fait avant la crise sanitaire, cette réflexion. Et au fond, tout ce qui s'est passé depuis ne fait que conforter, au fond, l'idée de la CNAV de revoir ces espaces de travail pour des postures et des approches plus actuelles. Alors ça, ce sont des photos d'avant travaux, et en fait, un des sujets, c'est effectivement tous les espaces extérieurs ont été progressivement occupés par des constructions temporaires qui sont devenues pas temporaires.
et donc entre les installations techniques, les préfabriqués, la lecture des espaces s'est perdue, la qualité des espaces extérieurs a disparu, et à l'intérieur, effectivement, les distributions se sont un peu complexifiées pour répondre à des organisations très, très, très découpées. Donc un des grands enjeux sur ce projet, ça a été effectivement de repenser les enchaînements des différentes cours, des différents espaces que nous avons souhaité repaysager, et de retrouver cette fluidité. Et souvent, un des sujets qui apparaît comme un axe, comme une intervention assez récurrente, c'est celle de repenser, de revoir la distribution sur ces grands sites, la distribution horizontale et verticale, notamment pour ces raisons de conformité, en particulier sécu incendie, et puis souvent parce que c'est par là que peut se faire une réhabilitation moins invasive, je dirais. Au fond, on est effectivement sur des bâtiments, et en particulier la partie de la fabrique des pianos Erard, plutôt sur des grands plateaux, des belles hauteurs, des ossatures avec des poteaux-poutres intérieurs, donc des plans relativement libres, facilement, je dirais, réaménageables, pour peu qu'on en redécouvre toutes les qualités. Et le sujet est souvent sur un peu une repenser la distribution, et en particulier ce qui a été fait sur ce projet pour pouvoir reparcourir la totalité du site avec une galerie qui longe les cours intérieurs et un rez-de-chaussée dédié essentiellement à toutes les activités d'accueil, les activités partagées, un coworking, une cafétéria, des espaces de documentation, des espaces de formation, et l'ensemble tertiaire se trouve dans les étages. Voilà. Et puis en termes de réflexion d'image architecturale, donc je vous repasse l'état actuel, vous voyez, c'est sujet sur les menuiseries, sujet sur des sortes de travaux faits sous l'angle de la maintenance, mais pas nécessairement sous l'angle de la qualité, de la qualité architecturale, et donc une demande de la maîtrise d'ouvrage, effectivement, de remettre en valeur ce patrimoine, de lui retrouver sa cohérence, de lui retrouver ses qualités. Et ça, c'est la façade depuis l'avenue de Flandre, donc la façade d'entrée. Donc là, pour le coup, dialogue aussi avec, au niveau de la ville de Paris, avec une association qui a un fort pouvoir dans la prise de décision au moment des permis de construire, qui est l'association du Vieux Paris, donc qui s'intéresse à tous les projets à caractère patrimonial. La fabrique des pianos Erard est intéressante parce que c'est un ensemble industriel du 19e qui avait conservé, au fond, l'ensemble de son bâtiment. Au-delà des interventions que j'ai montrées, finalement, il était encore très lisible dans son ensemble. Voilà, donc la reprise de l'ensemble des menuiseries, un travail sur les façades, une isolation intérieure, je le mentionne, mais voilà, parce qu'il n'était pas possible d'intervenir sur l'extérieur sans toucher au mode des natures. C'est vrai qu'on aurait perdu le caractère du bâtiment. Un grand travail sur les aménagements intérieurs, c'est assez logique dans un projet de réhabilitation. Une bonne partie de l'effort se fait sur la requalification des espaces intérieurs, les espaces d'accueil, les espaces partagés, mais aussi les espaces de bureaux, bien évidemment. Ça, c'est un étage type. Et donc, sensiblement, on est sur 20 000 m² d'espace entre du rez-de-chaussée jusqu'aux derniers étages, avec un travail effectivement, sur le menu d'espace de travail proposé aux collaborateurs, de l'espace du travail individuel jusqu'au travail collectif, jusqu'à tous les... Aujourd'hui, ce qui est un classique de tous ces espaces intermédiaires à 2, à 4, de travail en groupe, en mode projet et autres. Donc, et là, on se rend compte qu'effectivement, le bâtiment d'origine permettait cette adaptation, moyennant, au fond, de lui retrouver des qualités qui avaient un peu disparu au fil des années. Le deuxième projet que je vous présente, c'est celui que nous terminons actuellement pour l'Assemblée nationale. Donc, c'est l'hôtel de Breuil. Alors, l'Assemblée nationale, tout son patrimoine est concentré à proximité du Palais Bourbon, évidemment, puisque son objectif, c'est de proposer des espaces de travail pour les parlementaires, et il faut qu'ils soient près du Palais Bourbon. Donc là, on est sur un ensemble. Alors voilà, c'est assez intéressant, d'autant plus à tout ce qui a été dit avant, notamment par Alain sur la partie diagnostic. Si on fait
le retour en arrière sur ce site de l'hôtel de Breuil, ça commence en 1720 avec l'hôtel d'origine, et donc c'est 300 ans de modification, adaptation, transformation, pour aujourd'hui avoir un site assez, alors, à la fois hétérogène parce qu'il y a des bâtiments de différentes époques, à la fois avec des connexions qui existent toujours, mais à redécouvrir. Donc, vous voyez à gauche la chronologie des transformations. Certaines sont irréversibles. On ne peut pas retrouver et revenir à l'état d'origine. La ville s'est simplement densifiée, les voies ont été créées, les parcelles ont été découpées. Et aujourd'hui, donc un ensemble qui, sur 300 ans, quand même, présente à droite, vous voyez, des architectures très différentes. L'hôtel d'origine qui a toujours son rue Saint-Dominique, son entrée, sa cour d'honneur, son logis d'origine à gauche. Un bâtiment qui est venu à l'angle de la rue Saint-Dominique et de la rue de Bourgogne, qui est un bâtiment du 19e qui fait une nouvelle façade. Et puis un bâtiment des années 20, quand le site était déjà devenu à destination tertiaire, et qui a un ensemble assez beau, mais vous voyez donc un ensemble assez hétérogène. Et puis derrière, un jardin en cœur d'îlot. Donc voilà, ça c'était un petit effet, je viens de l'écrire, mais voilà, une maîtrise d'ouvrage monoproduit, comme je dis, puisque son usager, c'est le parlementaire et son environnement, et cet environnement a grandement changé, notamment parce que voilà, les parlementaires n'ont qu'un seul, se concentrent sur leur mandat de parlementaire, et donc ont besoin d'un environnement de travail qui accompagne cette évolution. Être proche du Palais Bourbon, ainsi que cet hôtel de Breuil, donc racheté à l'État en 2016, avec un passé, une vie de transformation, et une demande, et on va y revenir, une demande effectivement de s'aligner sur les standards des autres sites de l'Assemblée. Standards de confort, standards d'exigence réglementaire, et ça n'est pas neutre quand on aborde un bâtiment, de vouloir respecter les mêmes standards. Et puis, une interrogation, mais qui a été certainement plus forte sur ce projet, mais qui pour moi, l'est surtout, qui est voilà, quels éléments on s'attache lorsqu'on aborde un tel projet pour composer un nouveau projet, une nouvelle étape dans la vie d'un site. C'est assez intéressant de réussir à déterminer ce qui a du sens dans un bâtiment après 300 ans d'évolution. Et surtout, quand on va lui intégrer un programme qui n'était pas celui d'origine. De nouveau, je montre ce plan plus pour réflexion importante sur la distribution verticale liée à la demande, au besoin de mettre le site en conformité. En conformité d'un point de vue incendie, mais aussi d'un point de vue accessibilité, parce qu'évidemment on est sur essentiellement trois époques de bâtiments, avec des différences de niveau à chaque étage, avec des sujets, voilà, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais un vrai souci de retrouver une fluidité et une qualité de distribution, une lisibilité de la distribution dans cet ensemble. Et puis quelque chose de très intéressant, c'est que le bâtiment de droite, qui est en grisé, appartient déjà à l'Assemblée nationale, et donc une réflexion sur la totalité de l'îlot dans la distribution et dans le fait de créer un ensemble partagé par les mêmes utilisateurs au final. Des interventions très ciblées. Alors évidemment une intervention, je dirais, globale sur la question du patrimoine qu'il était nécessaire de réparer, de retrouver, de restituer, de revaloriser, et puis des interventions sur les parties, des interventions neuves très limitées en raison de la réglementation, d'un point de vue urbain, mais aussi au fond en raison de notre volonté de s'inscrire dans une certaine économie d'intervention. Ce que n'ont pas fait nos prédécesseurs, qui sont allés franchement en détruisant un escalier d'honneur, en détruisant une aile, en faisant un parking sous la cour d'honneur. Au fond, nous sommes bien plus modérés dans nos interventions et bien moins je dirais, interventionnistes que ce qu'on pouvait l'être il y a même 100 ans ou avant. Voilà, un type d'exemple, c'est effectivement la création de cette verticale, de cette circulation verticale, donc des ascenseurs, tout simplement, au seul endroit où le PLU nous permettait d'intervenir. C'est la seule poche qui nous restait. Nous l'avons fait de manière très discrète, mais c'est par exemple ce qui a permis de complètement réexploiter le potentiel de surface du bâtiment en briques de gauche. Voilà, donc il faut choisir ces interventions.
Et en général, d'ailleurs, de cette manière-là, elles sont très bien acceptées au niveau des autorités. Et pour le coup, nous avons été accompagnés par l'ABF qui était tout à fait favorable à la manière dont nous avons abordé le site. Un travail important sur le rez-de-chaussée, de nouveau, là aussi, on pourrait dire comme à la CNAV, requalifier l'ensemble de l'accueil. Et là, pour le coup, ça veut dire, alors, toute la partie verte, c'est une restauration pour les personnes qui travaillent sur le site. Dans la partie des salons inscrits, puisqu'il y a une partie des salons de l'hôtel de Broglie, et là, on est dans l'ancien corps de logis principal, ces salons sont inscrits, bien que ces salons n'aient aucun rapport avec l'hôtel de Broglie, puisqu'ils ont été créés au XIXe siècle. Mais aujourd'hui, ils font partie de l'histoire du site. Et puis, à côté, des salles de réunion, tout ce qui est en bleu sont plutôt des espaces de réunion, en jaune, tous les espaces d'accueil, donc un rez-de-chaussée, puis de nouveau, dans les étages, localiser l'ensemble du programme tertiaire. L'autre sujet d'intervention importante, c'était la création d'un nouveau hall unique à l'ensemble du site. Et là, de nouveau, nous sommes appuyés sur quelle cohérence avoir dans la distribution au regard de ce que pouvaient être les parcours de découverte du site. Et à une époque, effectivement, a été créé ce que l'on voit à gauche, là, la partie jaune, la cour des communs, accessible depuis la rue de Bourgogne, qui était une entrée qui desservait en fait les écuries en dessous. C'était une cour et qui a été couverte, vous le voyez à gauche, au 19e, avec un toit en zinc, un lanterneau, qui a complètement bouleversé la logique qui était celle du bâtiment d'origine. Alors, ce n'est pas par plaisir, ou je dirais par obsession de retrouver l'origine, c'est plus que c'était devenu incohérent dans la manière de distribuer, de composer, d'organiser ces espaces. Donc l'idée a été effectivement de retrouver la cour par le biais de la transparence d'une verrière, donc l'effet de cour, l'effet de découverte de ce que ça pouvait être, et d'y associer une nouvelle entrée dimensionnée pour le site. Et quand on fait ça, on peut se permettre d'avoir une intervention contemporaine dans son traitement, qui est tout à fait justifié, légitime et accompagné, là encore, par le dialogue qu'on peut avoir avec les autorités. Travail important avec un architecte du patrimoine en association sur des espaces inscrits, donc l'enchaînement des 4 salons plus le vestibule. Et puis des photos toutes récentes du projet. Donc là, vous le découvrez depuis le bâtiment mitoyen, donc la partie jardin à gauche, avec cet ensemble donc de la partie la plus ancienne, et puis à gauche de la partie des années 20, 25. À droite, la cour d'honneur, vue depuis... gauche, les aménagements et aussi le dessin du mobilier dans les espaces repris et réaménagés. Des espaces de travail actuels du coworking pour plutôt les assistants parlementaires, pour aussi accueillir des personnes qui viennent, des stagiaires et autres. Travail intéressant et là aussi intégration la plus discrète possible de la technique. Et puis évidemment une offre tertiaire complètement repensée, donc là c'est un étage type de bureau avec un travail en l'occurrence pour l'Assemblée qui évolue, comme je disais, au regard de l'évolution de ses utilisateurs. Vous vous souvenez peut-être à une époque, l'Assemblée avait des bureaux avec des lits pour les parlementaires qui dormaient sur place et qui repartaient dans leur région d'attache. Voilà, aujourd'hui, il existe toujours ce bâtiment qui est à côté de l'Assemblée, le site Chabandelmas, qui propose ce truc bureau-hôtel assez particulier. Aujourd'hui, ça a complètement changé. En fait, les parlementaires ont besoin d'un vrai bureau, mais surtout aussi besoin de bureaux pour leurs assistants. Donc là, l'offre, elle est effectivement sur un bureau double, 2 bureaux distincts, communiquant avec chacun leur accès, et des vrais espaces à la fois de confidentialité, de partage, la possibilité vraiment d'avoir pour chaque parlementaire 2 assistants à minima qui est aussi leur vrai espace. Donc vraiment pour un vrai saut qualitatif, effectivement pour visiter des bureaux au Palais Bourbon, voilà, c'est vraiment, ça fait avec ce qui est disponible. Là, on a réussi à quand même, j'espère, proposer un vrai saut qualitatif dans l'offre. Je vais le mettre du temps.
J'accélère. Il nous reste trois petites minutes. Ah, ça ne va pas le faire. Le dernier projet, c'est celui pour la DRIAT. Donc, comme je le disais, cette direction qui est un service de l'État. Autre histoire, autre site, le 15e arrondissement. Vous voyez à gauche après-guerre, à droite le site, donc un bâtiment conçu dans les années 60, fini au tout début 70. Projet évolution typique d'un îlot qui est passé du faubourg à l'agriculture, du rien, je dirais, un site extérieur à Paris, de l'agriculture, du faubourg, de l'industrie, et puis après-guerre, après un site qui devient tertiaire. Un point intéressant, un site en fait, et donc l'objectif est de densifier ce site pour réunir des services, aussi une réflexion immobilière, bien évidemment, de l'État sur ces implantations, et puis accueillir plus de densifier le site, tout en étant évidemment conforme avec les orientations du futur PLU bioclimatique, dans la mesure du possible, et c'est d'anticiper les bonnes réflexions. Et un sujet intéressant qui est celui que ce site nous permettait une densification verticale assez importante. Vous voyez à droite en bas, donc c'est les 3 bâtiments, vous voyez la capacité à construire que nous avions, mais une position de la ville qui est de dire hors de question. Hors de question de faire ça simplement parce qu'il y a un voisinage. Et donc on ne peut pas d'un seul coup se mettre à rajouter 2 étages, même si ce serait intéressant. Il y a aussi une acceptation, et cette acceptation ne peut pas se faire par ce type de densification. Donc, dès le début, une position vis-à-vis des possibilités, et donc un travail de réfléchir à la manière de densifier. Du coup, je vais passer vite, mais voilà, c'est une densification sans surélévation sur la partie rue, et puis plutôt en créant à l'horizontale des bâtiments ponts. Donc, travail intéressant entre réhabilitation et extension, s'inscrivant dans les logiques actuelles, donc extension plutôt biosourcée en bois, façade bois, à ossature bois. Il y a toujours du béton pour différentes raisons, mais c'est un mix des deux, tout de même beaucoup plus vertueux. Très peu de démolition, conservation à plus de 90% de la structure actuelle. Évidemment, une démarche environnementale exemplaire et vraiment réelle, qui a donné lieu à pas mal pas seulement de débats, mais de travail collaboratif avec la maîtrise d'ouvrage sur la renaturation, sur la végétalisation, sur la suppression des voitures. Voilà, vraiment une maîtrise d'ouvrage très impliquée sur tous ces sujets. Et puis effectivement un travail comme je l'ai mis au début, de concertation. Aujourd'hui nous sommes en chantier, nous menons toujours moins des ateliers, mais des réunions de concertation et d'explication avec les riverains. Voilà, la semaine dernière on en a fait un pour leur présenter l'avancement du projet. C'est aussi évidemment une manière de faire adhérer un voisinage à un projet qui, évidemment, c'est 2 ans de chantier et c'est pas forcément agréable. Avant, après. À vrai dire, moi c'est un projet, alors là la photo est un petit peu dure, elle est un petit peu triste, évidemment, la paire c'est plus valorisant. Mais c'est un projet qui a des qualités. Je veux dire, le bâtiment actuel a ses qualités. Elles sont indéniables. C'est une écriture de l'époque. Il faut savoir la lire avec les codes de l'époque et les enjeux de l'époque. Elle a des qualités, mais elle ne répond plus aux attentes et au récit qui peut être fait aujourd'hui. Et effectivement, le 15e, c'est un arrondissement qui est quand même, c'est un arrondissement très résidentiel et en même temps, il y a des grands ensembles tertiaires très marqués par leur époque. Et donc, clairement, une volonté de renouveler la présence de cet ensemble immobilier. Les matériaux, l'écriture, donc là vous voyez, c'est le jardin principal que nous recréons et augmentons avec à droite un bâtiment neuf, donc en extension en bois. Voilà, donc évidemment réflexion sur les espaces de travail, requalification complète, des sujets propres à toutes les réhabilitations, c'est effectivement les hauteurs trop faibles, voilà, tout ça. Mais, je dirais ça mais quand même, là aussi, une offre complètement renouvelée pour les collaborateurs. Alors, juste les quelques réflexions de fin, pour rattraper le temps. La première réflexion, c'est qu'effectivement, sur les sujets du tertiaire notamment, il y a effectivement cette demande et ce besoin au regard de l'évolution des pratiques, des usages, et la crise sanitaire l'a encore un peu plus mis en avant, d'avoir des espaces les plus
évolutif, flexible, modulaire, neutralisé, et puis en même temps de rebâtir un récit sur le tertiaire qui fasse que les gens reviennent dans les immeubles de bureaux. Et donc, voilà, la réhabilitation, l'intervention sur l'existant, c'est évidemment un point de départ intéressant parce qu'il y a un récit, il y a une histoire, il y a une inscription, et il y a dans certains cas, et en fait, plus souvent qu'on le pense, la capacité à trouver cette modularité, cette flexibilité, cette évolution. Donc la réhabilitation, c'est un point de départ très intéressant de ce point de vue, et ça ne s'oppose d'ailleurs pas, et c'est ce que l'on voit souvent, il y a une part de neuf qui vient s'ajouter, et lui bénéficie au fond du dialogue. Le deuxième point, moi que je vois vraiment à chaque projet, c'est ce travail de co-conception avec un architecte qui est intervenu avant, ou plusieurs. Vous voyez De Breuil, 300 ans, il y a alors, c'est un peu valorisant de s'inscrire dans cette histoire, mais c'est très intéressant de faire ce retour sur un bâtiment qui a 50, 100 ans, 300 ans de vie, et de se dire que ce que l'on fait n'est évidemment qu'une étape, qu'il y en aura d'autres, et on s'inscrit dans cette histoire. La troisième, c'est celle des standards, parce que ça, c'est effectivement des standards. Alors, quand je dis standards, de toute nature, les ratios, les normes, les exigences, il y en a que, évidemment, la sécurité incendie ou l'accessibilité PMR, c'est une obligation et pour de bonnes raisons. Mais on est quand même bien souvent face à des demandes programmatiques élaborées pour le neuf, et que l'on doit coûte que coûte rentrer au chausse-pied dans des bâtiments qui n'ont rien de standard. L'hôtel de Breuil, évidemment, il y avait des bureaux calibrés à 30 mètres carrés, il n'y en a pas un seul qui fait 30 mètres carrés. Ça ne peut pas. Donc, il y a une question autour de ça. Et puis, avec les exigences de confort technique, où on peut se poser la question de vouloir à tout prix avoir un bâtiment qui réponde à tout. Ça n'est pas possible et ça n'est peut-être pas souhaitable. Et ça pose plutôt la question peut-être de revoir nos propres exigences de confort. Pour autant, De Breuil est tout à fait apte à à proposer une offre tertiaire qualitative pour l'avenir et encore capable d'évoluer. Voilà. Et puis la dernière, cette réflexion un peu avec cette idée, voilà, cette petite phrase, c'est qu'un immeuble neuf, c'est un immeuble à réhabiliter qui s'ignore. Tôt ou tard, il y passera. Donc, quand on se dit ça, vous voyez, c'est simplement un exercice intellectuel. Il faut avoir cette disposition, revenir personnellement, professionnellement, revenir sur la manière dont mes confrères avant ont travaillé un projet. Ça m'intéresse beaucoup de comprendre ça. C'est pas juste l'objet, c'est le mode de conception et le pourquoi. Et effectivement, quand on intervient sur des bâtiments de plus en plus récents, moi, c'est une culture architecturale qui m'est encore plus proche, et donc je vois mieux pourquoi ils ont fait tel ou tel choix. Donc c'est très intéressant, ce travail. Et il faut se dire que d'autres feront pareil avec les projets sur lesquels nous intervenons, et donc on commence à intégrer ça. Évidemment, pour moi, c'est une clé d'entrée pour avoir une approche du neuf aussi, différentes, élargies. Vous voyez, à d'autres problématiques qui sont purement celles de la réponse au ratio, à des exigences qui vont changer de toute manière, à des programmes qui ne seront plus les bons quand on livrera 5 ans plus tard. Vous voyez, donc si on se met dans cette position de se dire ce bâtiment évoluera, y compris pour du neuf, c'est quand même assez intéressant dans le renouvellement de nos pratiques. Merci. Et j'ajouterais, c'est vrai que c'est intéressant cette posture de l'obsolescence, parce que quand on va commencer à aborder des patrimoines 80-90, ce qui commence déjà à être le cas, il faut accepter aussi l'idée qu'à un moment donné, on les a conçus en étant provisoires, dans une logique beaucoup plus courte de temporalité que quand on construit l'hôtel de Breuil. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, je vais être très démocratique. On a une visite à démarrer. Vous pouvez poser évidemment quelques questions avant que la visite ne démarre. Ceux qui avaient un impératif, qui ne font pas la visite et qui doivent partir, vous pouvez évidemment vous en aller, il n'y a pas de souci. Et puis, je pense que ce serait pas mal. Vous pouvez peut-être poser 1 ou 2 questions et après, on vous fait partir. Est-ce que ça convient à tout le monde? Ok. Alors, qui a une question? Oui, je vous passe le micro parce qu'il faut que ça puisse être enregistré. Bonjour, j'avais 2 questions qui sont un petit peu liées. Sur les 2 premiers projets que vous avez présentés, en tout cas au moins le premier, vous intervenez sur des cours fermés qui ne semblent pas avoir d'accès disponible depuis l'extérieur. Donc je voulais savoir, contrairement à ici où il me semble qu'il y a toujours une possibilité d'accès depuis une cour
périphérique, un accès, une rue, notamment pour ce qui concerne les travaux d'aménagement paysager des cours et pour les menuiseries ou interventions sur les façades. Comment est-ce que vous faites l'amener de gros éléments? Comment est-ce que vous organisez tout ça? Elles ont un accès, D'accord. Elles ont un accès. Un accès carrossable par des engins. Oui, parce que d'ailleurs, vous voyez, si vous parlez du site de la CNAB, d'ailleurs, en l'occurrence, là, sur ce plan, ce que l'on voit en rouge sont les accès pompiers. Donc il reste un accès à des véhicules d'intervention et donc en chantier, tout ce qui est livraison et logistique de chantier. Ok. Ça fait une très bonne transition avec ma deuxième question, qui était de savoir comment est-ce que vous aviez travaillé sur l'aménagement paysager des cours, parce qu'il me semble qu'il y a quand même une complémentarité évidente entre la rénovation énergétique des bâtiments, la qualité de vie au travail. J'imagine que vous ne cherchez pas à faire des bocaux dans lesquels on contrôle la température et l'humidité, mais que les espaces extérieurs sont aussi des espaces de vie. Oui. Potentiellement des îles refuges de fraîcheur en cas de canicule, etc. Donc comment est-ce que vous avez travaillé sur cette dimension-là, avec les contraintes de défense incendie, notamment? Alors, ça va devenir un peu technique, mais il n'y a pas trop de soucis sur la question de la sécurité incendie pour ces projets. L'accessibilité est faite par l'extérieur, par les façades. Mais par contre, la question du réinvestissement, je dirais, de ces cours d'un point de vue du paysage, oui, c'était un enjeu fort, effectivement, parce que ça fait partie, le fait de se dire que le travail se fait quand même essentiellement dans le bureau, mais que ça devient un complément, c'est évidemment assez important, mais chronologiquement, les aménagements extérieurs viendront à la fin. On doit déjà faire tous les bâtiments, on les installera. Mais c'était... Alors sur Miolis, sur le bâtiment de droite, je pense que c'est même encore plus avancé dans la réflexion, dans le choix des matériaux notamment, je pense. On est vraiment dans des logiques beaucoup plus environnementales. On a avancé nous-mêmes sur la manière de traiter ces espaces de manière les moins, les moins artificielles, entre guillemets. C'est peut-être un peu plus technique, effectivement, mais je pensais aux héliodons, notamment, au rôle potentiellement des plantations d'arbres pour l'ombrage de certaines façades exposées au sud, alors ça, c'est surtout la perméabilité des sols. Ouais. Ça, c'est vrai qu'on l'a beaucoup plus poussé sur le projet de Miolis. Chronologiquement, Miolis, c'est le dernier qui est parti en chantier. Donc on est allé justement, la partie, par exemple, la question des arbres, on l'a fait dans l'analyse du PLU futur, qui est celle de la canopée, de la couverture, et pas seulement du nombre d'arbres, qui est au fond assez artificiel. Donc on s'est plutôt projeté dans cette logique. Évidemment, on a fait toutes les simulations, y compris d'îlots de chaleur, pour voir le gain, et il est réel. Donc, oui, on se place dans ces raisonnements. Juste un complément que je n'ai pas dit, mais sur le sujet de la réhabilitation, il faut quand même se dire que la ville de Paris, dans le PLU bioclimatique, envisage vraiment de pouvoir même inscrire le fait de ne pas avoir le droit de démolir. Et de toute façon, si ça n'est pas inscrit tel quel, ce sera une réalité. La démolition ne sera pas le point de départ. Il faudra vraiment l'argumenter. Donc on est vraiment dans ces logiques, et au contraire, la renaturation est un vrai enjeu. Vous avez chacun abordé finalement la réhabilitation à travers la qualité d'un diagnostic, à travers la qualité architecturale, à travers le financement, à travers l'humilité face à nos anciens, à travers l'anticipation des besoins. Est-ce qu'en un mot, chacun d'entre vous peut donner son rétex, parce qu'on était là aujourd'hui pour l'entendre? Qu'est-ce que vous avez à nous apprendre? Qu'est-ce que vous avez à nous laisser de vos succès et de vos échecs? C'est un petit peu complexe, mais... Non, en deux mots. Allez, en un mot. C'était... Non, deux chacun. Non, moi, je dirais ce qui me vient sur les sujets de réhabilitation, tant en phase conception qu'en chantier, c'est cette notion, c'est d'accompagnement et de travail en équipe. Toutes les parties intervenantes ont un rôle extrêmement important du concours jusqu'à la livraison. Donc c'est accompagnement, concertation. En fait, c'est un peu tout ce que j'ai dit. Non, mais donc en faire encore plus une synthèse, mais je pense qu'il y a simplement il y a quand même des fondamentaux. Moi, je ressens que quelles que soient les époques, il y a des éléments de méthode, d'approche qui se retrouvent, et notamment, ça
semble assez... Enfin, pour un architecte, je trouve que la réhabilitation est un point de départ sur une réflexion qui est très intéressante autour des usages et de l'évolution des usages. Au fond, de tout ça, j'en ai un peu moins parlé, mais c'est vraiment bâti autour de ça, de l'usage, du besoin des futurs utilisateurs. Oui, moi, je retiens la partie humilité de notre passage, c'est-à-dire qu'on reçoit les bâtiments de nos anciens et on les transmettra. Et du coup, Patrick l'a dit tout à l'heure, ça a été aussi redit dans les présentations des 3 projets qui sont là. Je pense que c'est très important de s'oublier un peu et de pouvoir garder cette identité des bâtiments, quoi, qui nous dépasseront dans le temps, quoi qu'il en soit. J'allais dire à peu près la même chose. Non, en fait, réhabiliter, ça apporte beaucoup de sens dans nos projets. Et donc, et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir s'inscrire dans une histoire d'un site, s'inscrire. Donc, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est l'humilité, mais c'est aussi apporter un plus à l'histoire d'un site et lui redonner une nouvelle vie. Donc ça apporte énormément de sens à notre travail. Et voilà, c'est toujours plein de découvertes. Réhabiliter un site, c'est toujours plein de découvertes. Et plein d'enseignements aussi pour soi-même dans sa pratique. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument passionnant. Et moi, je retiendrai une méthode de travail, c'est une franche collaboration entre un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à vous aussi pour votre attention. Je tiens quand même à remercier Fatoumata qui est au fond de la salle, qui vous a accueilli et qui m'a accompagnée dans l'organisation de ce projet, et Valérie Bégin qui n'est pas là, mais que je remercie également, et puis François Lemoine qui nous a largement aidé à organiser la visite qui va suivre.